Et si je vous disais que le mariage, tel que le monde vous le vend, n'est rien d'autre qu'une cage dorée, soigneusement conçue pour dépouiller les hommes de leur puissance, de leur richesse et de leur liberté. Que chaque idéal romantique que vous avez cru réel n'était en fait qu'un mensonge habilement construit, destiné à vous maintenir docile, dépendant et jetable. Nietzsche l'avait vu venir, il y a plus d'un siècle. Il écrivait que le philosophe marié appartient à la comédie, car il avait compris qu'aucun homme véritablement libre ne s'enchaînerait volontairement à un système truqué contre lui. Et si vous avez le courage d'écouter encore, vous pourriez bien vous sauver d'une vie entière de souffrances silencieuses. Commençons par une histoire que vous n'oublierez pas. En 2015, Robert, ingénieur à succès avec un salaire à 6 chiffres, épousa celle qu'il avait aimée depuis l'université. Pendant des années, il joua le rôle du mari parfait, du pourvoyeur irréprochable, du protecteur discret, de l'homme gentil qui ne haussait jamais le ton. Puis, à leur 7e anniversaire de mariage, elle demanda le divorce. Le tribunal lui prit sa maison, ses économies et, pire encore, ses enfants. Il ne lui restait qu'une pension alimentaire mensuelle à verser et des visites surveillées un week-end sur 2. Robert n'est pas une exception. Il est la règle. Nietzsche avait prévenu. Le mariage moderne est devenu une cage, un système dans lequel les hommes échangent leur liberté contre l'illusion de sécurité. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrivait « Tu n'es pas encore libre, tu cherches encore la liberté, tu dois d'abord être consumé par ta propre flamme. Le mariage, tel qu'il est, consume les hommes vivants. Les statistiques sont effrayantes. Plus de 70% des divorces sont initiés par les femmes, souvent dans des unions où l'homme croit que tout va bien. Le fameux syndrome de l'épouse qui s'en va n'est pas une légende. C'est une stratégie froide. Une étude du National Marriage Project révèle que les femmes sont bien plus enclines à divorcer lorsqu'elles se sentent malheureuses, alors que les hommes supportent le mal-être pendant des années par devoir. Et quand le divorce survient, les hommes perdent en moyenne 50% de leur patrimoine net. Certains perdent tout, mais la ruine financière n'est que la surface. La castration émotionnelle est bien plus profonde. Regardez autour de vous. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un homme marié dans la culture populaire qui n'était pas présenté comme un idiot, un mari soumis, un cocu? De Homer Simpson à Modern Family, le mariage est mis en scène comme la reddition de l'homme à la médiocrité. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves, un système où les hommes forts sont culpabilisés pour servir les faibles, une société qui les méprise. L'histoire le confirme avec une précision glaçante. Dans la Rome antique, le pater familias détenait un pouvoir absolu sur sa maison. Mais au XIXe siècle, la morale victorienne transforma le mariage en une prison sentimentale. Les hommes ne furent plus des guerriers ni des leaders. Ils devinrent des portefeuilles ambulants, sommés de refouler leurs instincts pour le bien de la société civilisée. Aujourd'hui encore, le système juridique traite le mari comme un simple flux de revenus. Mais voici la vérité la plus difficile à accepter. L'amour, tel qu'on vous l'a présenté, est un mensonge. L'euphorie des débuts s'estompe, mais le contrat légal, lui, demeure. Et quand elle cesse de vous aimer, l'État se range de son côté, pas du vôtre. Une étude de Harvard en 2018 a démontré que les tribunaux en matière de divorce favorisent les femmes dans plus de 80% des cas, même lorsqu'elles sont à l'origine de la rupture. Les hommes sont présumés coupables jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a de l'espoir. Car une fois que vous voyez le piège, vous pouvez l'éviter. Les hommes qui prospèrent aujourd'hui sont ceux qui rejettent le script. Ceux qui bâtissent des empires, plutôt que de signer des licences de mariage. Ceux qui comprennent la vérité ultime de Nietzsche, l'homme supérieur est libre du troupeau. Autrefois, le mariage n'était pas un piège, c'était un trône. Une époque où l'homme n'était pas un guichet automatique, mais le maître de sa destinée. Les Spartiates l'avaient compris. Un homme spartiate ne quémandait pas la loyauté, il l'imposait. Sa femme ne demandait pas le divorce sur un coup de tête.
Elles le respectaient, le craignaient, le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il était un guerrier, un conquérant. Un homme qui préférait mourir que d'être faible. Aujourd'hui, un homme peut se faire retirer la garde de ses enfants pour avoir manqué un seul paiement de pension. Que s'est-il passé? La réponse réside dans l'un des projets d'ingénierie sociale les plus efficaces de l'histoire. Le démantèlement systématique de l'autorité masculine. Au Moyen Âge, le mariage était un contrat entre familles, pas une institution régie par l'État. Le foyer d'un homme était son château, tant spirituellement que juridiquement. L'Église prêchait la soumission des femmes. La loi soutenait le droit du mari de diriger son foyer. Puis vint l'époque des Lumières, et avec elle, l'empoisonnement lent de la domination masculine. Rousseau idéalisait la vertu féminine, peignant les hommes comme brutaux et les femmes comme de délicates créatures à protéger. Le piège était en train de se refermer. Au XIXe siècle, la corde se resserra. Le règne de la reine Victoria donna naissance au mythe du gentleman. Un homme qui refoule ses instincts, ouvre les portes et vénère la pureté féminine. Le mariage ne parlait plus de devoir ou de descendance. Il devint sentimental. Et le sentiment, c'est une arme. Nietzsche voyait clair dans ce jeu. Il écrivait « Tout en la femme est énigme, et tout en la femme a une seule réponse, la grossesse. » Mais la société moderne a effacé même cette vérité biologique. Les femmes ne sont plus mères ni épouses. Ce sont des individus avec des droits, et ces droits allaient bientôt surpasser ceux des hommes. Le XXe siècle a porté le coup de grâce, le divorce sans faute. En 1969, la Californie fut le premier État à permettre à une femme de divorcer sans prouver une faute. Pas d'adultère, pas de violence, juste une différence irréconciliable. En 10 ans, les divorces explosèrent. Des hommes qui avaient bâti une famille en toute bonne foi se retrouvèrent face à des procès, des saisies d'actifs, des enfants retournés contre eux. Le système n'exigeait plus que les femmes tiennent leurs promesses. Seuls les hommes devaient honorer les leurs. Prenons le cas de Thomas, pompier au Texas. Après 12 ans de mariage, sa femme le quitta pour un homme plus jeune. Elle obtint la maison, les enfants et 30% de sa pension à vie. Quand Thomas supplia le juge pour une garde partagée, on le qualifia d'agressif. On lui refusa sa demande. Son ex-femme déménagea à l'autre bout de l'État avec ses enfants. Il ne pouvait rien faire. Ce n'est pas la justice, c'est la gynocratie, un pouvoir par les femmes, pour les femmes. Les chiffres ne mentent pas. Une étude de 2020 publiée dans l'American Law and Economics Review a révélé que dans plus de 80% des cas de divorce, la garde exclusive des enfants est accordée à la mère, même lorsque le père lutte activement pour obtenir un partage équitable. Le message est limpide. Vos enfants ne sont pas les vôtres, ils sont les siens. L'État vous accorde seulement le droit de payer pour eux. Mais le plus insidieux, c'est la manipulation émotionnelle. Depuis l'enfance, les garçons sont nourris de contes de fées sur l'amour et le sacrifice. Femme heureuse, vie heureuse. Si tu l'aimes, tu feras tout pour elle. Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des sorts, des formules destinées à faire baisser la garde des hommes, à les amener à se soumettre sans résistance. Nietzsche l'avait prédit. Il disait que la façon la plus sûre de corrompre la jeunesse était de lui apprendre à respecter davantage ceux qui pensent pareil que ceux qui pensent différemment. La société enseigne aux hommes à rechercher l'approbation féminine avant toute chose, et les punit pour cela. L'histoire offre un parallèle glaçant, la chute de l'Empire romain. Dans son déclin, les hommes romains devinrent mous, obsédés par le plaisir, soumis aux influences étrangères. Cela vous semble familier? Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas différents. Élevés avec du porno, des jeux vidéo et le mensonge selon lequel le mariage serait le sommet de la virilité. Pendant ce temps, les femmes apprennent à mépriser les hommes traditionnels
tout en exigeant toujours leurs ressources. Le résultat? Une génération de garçons perdus, élevés sans père, qui répéteront le même cycle de défaites. Mais il existe une porte de sortie. Les hommes qui prospèrent aujourd'hui, ceux qui conservent leur richesse, leur liberté et leur dignité, sont ceux qui rejettent le système dans son entièreté. Ils comprennent que le mariage, tel qu'il est, n'est rien d'autre qu'un pacte de suicide légal. Ils se concentrent sur la construction d'empires, pas de famille. Ils adoptent ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, cette force inébranlable qui pousse l'homme à dominer sa propre existence plutôt que de se soumettre à un système corrompu. Mais le mensonge le plus dangereux, celui qui enchaîne des millions d'hommes dans le silence et le sacrifice, c'est celui de l'amour lui-même. Un mensonge biologique, psychologique, universel. Il faut révéler maintenant l'arme secrète, la guerre émotionnelle cachée derrière la romance. Car chaque émotion que vous avez ressentie, chaque geste d'amour, chaque promesse prononcée, tout cela a été conçu pour vous dominer. Revenons à la base, la biologie. Ce que l'on vous a appris à appeler amour n'est qu'une série de réactions chimiques déclenchées par l'évolution. Rien de sacré, rien d'éternel, juste de la dopamine, de l'adrénaline et une série de mécanismes archaïques destinés à vous attacher émotionnellement à une femme. Pourquoi? Parce que sans ce lien chimique, aucun homme ne tolérerait les déséquilibres du couple moderne. En 2013, la neuroscientifique Helen Fisher mena une étude révolutionnaire. Elle plaça des hommes au cœur brisé dans des IRM et observa que leur cerveau s'illuminait exactement comme celui de toxicomanes en sevrage. Sa conclusion: l'amour n'est pas une émotion, c'est une addiction. Et comme toute addiction, elle vous rend aveugle, vous fait oublier votre valeur, votre logique, votre dignité. Mais posons la vraie question. Pourquoi la nature a-t-elle programmé les hommes pour devenir dépendants des femmes? Parce que sans cette laisse chimique, aucun homme n'accepterait l'inégalité fondamentale du jeu. Les femmes sélectionnent, les hommes concourent. Voilà la loi de fer de la biologie, une loi masquée depuis des siècles par les mensonges de la littérature romantique. Dans le règne animal, les mâles se battent, affichent leur force, meurent parfois, juste pour avoir une chance de se reproduire. Les hommes ne sont pas différents, sauf qu'au lieu de griffes et de crocs, ils utilisent des portefeuilles et des promesses, et ils s'imaginent que l'amour est réciproque. Mais en réalité, il est transactionnel. L'histoire l'atteste. Jadis, dans certaines sociétés, on payait la dot pour marier une femme. Pourquoi? Parce que le mariage représentait un fardeau pour l'homme, une responsabilité, un coût. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Ce sont les hommes qui paient, en argent, en liberté, en autonomie et parfois en avenir. Le mariage romantique du XVIIIe siècle n'était pas une avancée, c'était une escroquerie. En convainquant les hommes que l'amour devait fonder le mariage, la société les a dupés, et les études modernes l'ont confirmé. En 2019, une recherche dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que les hommes tombent amoureux plus vite et plus intensément que les femmes. Ces dernières, quant à elles, sont bien plus enclines à tomber hors de l'amour. Et quand c'est le cas, il n'y a pas de retour en arrière. Ce n'est pas un accident, c'est un mécanisme. Les femmes, par programmation évolutive, recherchent le meilleur partenaire possible, même si cela implique d'abandonner l'actuel. Les hommes, eux, s'attachent. Ils espèrent, ils pardonnent. Pourquoi? Parce qu'un mâle qui s'en va risque de ne jamais transmettre ses gènes. Une femelle qui reste avec un partenaire faible, elle, risque sa survie. Appliquons cela au couple moderne. Un homme rencontre une femme. Il tombe amoureux. Il s'engage. Il fournit. Il sacrifie. Elle profite de la sécurité, jusqu'à ce qu'un meilleur choix se présente. Alors elle s'en va, et lui s'écroule. Pas parce qu'il est faible, mais parce que sa biologie l'a trahi.
Il a été conçu pour s'attacher, elle pour optimiser. C'est cela, la vérité, derrière le mythe des âmes sœurs. Il n'existe pas. L'amour est une arme chimique, et les hommes sont ses principales victimes. Même le langage de la romance est un piège. Femme heureuse, vie heureuse. Si tu l'aimes, laisse-la partir. Ce ne sont pas des proverbes, ce sont des incantations, des formules d'envoûtement. Nietzsche nous avait mis en garde. L'irrationalité d'une chose n'est pas un argument contre son existence, mais une condition de son existence. L'amour est irrationnel par nature, parce que si les hommes devenaient raisonnables, ils s'échapperaient du piège. Mais le plus grand mensonge de tous, celui que presque aucun homme n'ose remettre en question, c'est celui de la loyauté féminine. On enseigne aux hommes qu'une femme vertueuse restera à leur côté dans l'épreuve. La réalité dit l'inverse. Une étude publiée en 2015 dans le New England Journal of Medicine a révélé que les femmes sont 6 fois plus susceptibles de divorcer d'un mari gravement malade que l'inverse. Pensez-y. Un homme a le cancer, sa femme le quitte. Une femme a le cancer, son mari reste. Ce n'est pas une anecdote, c'est une statistique. La loyauté féminine est un mythe vendu aux hommes pour les maintenir dociles. Alors, que faire? Se détacher, pas devenir amer, pas haïr, juste voir clair. Les hommes qui prospèrent sont ceux qui comprennent que l'amour n'est qu'une réaction chimique, pas un lien divin. Ils apprécient les femmes, mais ne les vénèrent pas. Ils construisent des empires, pas des hôtels. Ils savent ce que Nietzsche avait compris. L'homme de savoir doit pouvoir non seulement aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. Mais une fois l'illusion détruite, que reste-t-il pour les hommes? Si l'amour est un mensonge, si le mariage est un piège, s'il n'existe ni loyauté promise, ni lien sacré, que reste-t-il à poursuivre? La réponse ne se trouve pas dans le retour à l'ancien monde, ni dans une haine du féminin, mais dans un chemin interdit, celui de l'homme souverain, celui qui vit au-delà de la portée du système. Le monde moderne est un abattoir pour le potentiel masculin. Il transforme des guerriers en employés de bureau, des chasseurs en contribuables, des rois en maris serviles et quémandant des miettes d'attention. Mais un autre chemin existe, un chemin si dangereux que la plupart n'oseront jamais l'emprunter. C'est le chemin du souverain, l'homme qui ne répond à personne, celui qui construit son propre royaume, celui qui comprend que la liberté est la seule chose digne d'être protégée. Vous avez vu le piège, vous avez senti les chaînes, il est temps de les briser. Prenez l'histoire d'Eric. Banquier à Wall Street, il avait suivi toutes les règles. Il s'était marié avec son amour d'université, avait acheté une maison en banlieue, travaillé 80 heures par semaine pour subvenir aux besoins de sa famille. À 42 ans, il rentre chez lui, découvre une maison vide et une note sur le comptoir. Elle était partie avec les enfants, la moitié de ses biens, et l'avait remplacée par un professeur de yoga. La plupart des hommes se seraient effondrés, noyés dans l'alcool, les antidépresseurs, ou pire. Mais Eric fit un choix radical. Il tourna le dos, non pas à la responsabilité, mais au mensonge. Il s'installa au Monténégro, fonda une entreprise de conseil à distance et vécut selon ses propres règles. Pas de pension alimentaire, pas de bataille juridique, pas de supplication pour voir ses propres enfants. Il était libre, et cette liberté le rendait plus dangereux que n'importe quel homme marié. C'est ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il écrivait. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si tu l'essayes, tu seras souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour le privilège d'être maître de soi-même. Et l'homme souverain comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans l'impossibilité d'être dominé. Il ne rejette pas les femmes. Il les voit telles qu'elles sont, des distractions magnifiques, jamais des destinations. L'histoire murmure la vérité à ceux qui savent écouter.
Les stoïciens romains l'avaient compris. Marc Aurèle, à la tête du plus grand empire du monde, écrivait dans ses méditations « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Les samouraïs le savaient. Miyamoto Musashi, maître invaincu du sabre, vécut et mourut sans jamais se marier, sans jamais plier le genou. Ces hommes n'étaient pas seuls, ils étaient libérés. Tandis que les autres mendiaient de l'amour, ils se maîtrisaient. Tandis que certains construisaient des familles fragiles, eux bâtissaient des légendes qui traverseraient les siècles. Les données modernes le confirment. Une étude de 2021, publiée dans le Journal of Happiness Studies, a révélé un fait surprenant. Les hommes célibataires et sans enfants sont le groupe le plus heureux de la société moderne. Pas les femmes, pas les hommes mariés, les hommes qui ont osé dire non au scénario imposé. Dans le même temps, le National Bureau of Economic Research a établi que le mariage diminue le bonheur masculin de 14% en moyenne, tout en augmentant celui des femmes de 10%. Les chiffres ne mentent pas. Le mariage est un transfert de bonheur des hommes vers les femmes, un vol maquillé en tradition. Mais l'homme souverain va au-delà du simple refus. Il construit, il crée. Il devient une entité que le système ne peut plus atteindre. Regardez les grands esprits, les perturbateurs de l'ordre établi. Tesla, Beethoven, Léonard de Vinci, Nietzsche lui-même. Aucun d'eux n'était un père de famille. Ce furent des obsédés, des monstres de volonté qui ont troqué le confort domestique contre l'immortalité. Leur équivalent moderne, les milliardaires de la tech qui évitent le mariage comme la peste, les artistes qui refusent de s'installer, les philosophes qui plongent leur regard dans l'abîme sans cligner des yeux. Ces hommes ne se contentent pas de rejeter le système, ils le rendent obsolète. Le chemin n'est pas facile. Il y aura des moments de solitude, des instants où le monde semblera avoir été bâti pour les couples. Chaque publicité, chaque film, chaque fête vous renverra votre différence au visage. C'est l'épreuve finale. La plupart échouent ici. Ils rampent vers les applications de rencontres, vers les compromis, vers un lent suicide émotionnel. Mais l'homme souverain reste debout. Il comprend ce que la masse n'apprendra jamais, que la véritable connexion naît de la force, pas du besoin, que les femmes, comme tous les êtres humains, sont attirées par la puissance. Pas la puissance de dominer, mais celle d'être entier, inébranlable, complet en soi-même. Votre mission, si vous avez le courage de l'accepter, est simple, mais brutale. Premièrement, bâtissez un corps qui impose le respect. Deuxièmement, accumulez une richesse qu'on ne pourra jamais vous confisquer. Troisièmement, cultivez un esprit suffisamment aiguisé pour trancher à travers toutes les illusions. Et quatrièmement, apprenez à embrasser la solitude, jusqu'à devenir quelqu'un que les autres rêveront de suivre. C'est cela, l'essence du surhomme de Nietzsche. Non pas une caricature arienne, mais l'homme qui transcende la morale petite bourgeoise du troupeau. Le système vous haïra pour cela. Il vous traitera d'égoïste, d'immature, d'homme incapable de s'engager. Qu'il le fasse. Le même système qui encense les mères célibataires diabolise les hommes célibataires. Pourquoi ? Parce qu'un homme qu'on ne peut pas contrôler est la plus grande menace pour l'ordre social. Il ne consomme pas sans réfléchir. Il n'obéit pas sans questionner. Il est une carte sauvage dans un monde bâti sur la prévisibilité. Mais ce n'est pas une croisade contre les femmes. C'est un acte d'amour envers soi-même. L'homme souverain apprécie les femmes, les chérit même, mais ne les idolâtre jamais. Il sait qu'au-delà du maquillage, des slogans et du marketing, elles sont humaines, complexes, parfois magnifiques, et tout aussi piégées par leur biologie que les hommes. La différence, lui, il refuse de jouer. L'avertissement final de Nietzsche résonne encore à travers les siècles. Deviens ce que tu es. Pas un mari, pas un pourvoyeur, pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Deviens l'auteur, le créateur, le héros de ta propre légende. La question n'est pas de savoir si tu es capable de cette transformation. Tu l'es,
La véritable question est: es-tu assez courageux pour l'essayer? La porte de la cage est ouverte. Sors.